Voilà. Et normalement, ça démarre. Voilà. Merci. C'est gentil. Ouais, peut-être une hiver, peut-être tout ça. Bon, eh ben, écoutez, moi, ce que je propose, c'est que je démarre d'abord en remerciant d'abord Mélanie Zadler d'avoir répondu à notre invitation. Une première, alors depuis le Covid, c'est pas facile de faire déplacer les gens. On s'en aperçoit. Les gens sont de plus en plus, je dirais, accros, ou en tout cas, ils se sont repliés confortablement dans leur visio. Moi-même, j'étais tout l'instant en visio pour pouvoir ne pas être en retard à la réunion pour une autre à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale. Et donc voilà, on a cette situation un petit peu délicate, mais il nous semble qu'il faut quand même donner envie aux gens et en tout cas leur donner des possibilités de se retrouver. Et nous, France-Amérique latine, on essaye de développer ça. Alors c'est une grande première, on espère qu'il y en aura d'autres avec la librairie El Carigno. Je vous remercie de sa collaboration. On a, au regard du sujet, pensé que c'était bien de faire un partenariat avec la CAF, l'Association des citoyens argentins en France. Et donc, merci de présence. Et puis, bien sûr, l'intéressée elle-même, Mélanie, ça veut dire remercier d'avoir accepté de jouer le jeu, en tout cas, les éditions Flammarion. C'est vrai que c'était pour nous quand même quelque chose d'assez fort. Pour ceux qui ne connaissent pas, France-Amérique latine, c'est une association qui a 50 ans et qui est, axée sur la solidarité internationale depuis les années de galère des années noires de la dictature, avec l'accueil des réfugiés politiques notamment, mais France-Amérique latine s'est créée surtout avec la joie de l'arrivée du président Allende au gouvernement chilien en 70. C'est là que Allende est rentré le 4 novembre à la Moneda et France-Amérique latine, je crois que le monsieur essaye de rentrer, il ne sait pas comment faire. Pourquoi il suffit d'appuyer sur un bouton. Mais bon, à la Moneda, le 4 et France-Amérique latine, c'est fait le 13 novembre 70. Donc ça a été vraiment volontairement concomitant et on a essayé d'apporter notre solidarité. Alors avec le temps, on a évolué France-Amérique latine, gardé sa dimension très forte politique, et en même temps donner par la culture aussi une vision politique des choses. Et il nous semble que c'est une bonne manière. Alors c'est aussi bien sûr le film, c'est la musique, c'est le théâtre, avec prochainement le festival à la Porte d'Avignon, et puis la littérature, depuis peu sous cette forme-là. Et en tout cas, moi je m'en félicite. Alors, je ne sais pas si tu veux démarrer, ou bien si on laisse comment tu vois les choses, toi. Parce que comment c'est pas organisé. Je vous laisse la primeur. Mais d'abord, j'aimerais quand même vous remercier de m'accueillir ici et merci à tous d'être présents. Voilà, vous êtes sans doute encore plus spécialistes que moi de l'Argentine, donc comme je le disais tout à l'heure, ne me coincez pas trop, ne soyez pas trop sévères. Mais merci beaucoup pour toute cette rencontre. En tout cas, j'ai vu qu'on n'avait pas eu tort de cibler ce livre de ses qualités, puisqu'on n'a pas été les seuls, hein, comme je disais tout à l'heure, que ce soit Télérama ou Humanité et sûrement d'autres médias, notamment en radiophonique, ont aussi relevé l'importance de ce sujet et de ce livre et de ses qualités. Donc voilà, on s'inscrit modestement dans cette lignée avec Télérama, Humanité et d'autres. C'est flatteur pour nous. Je te laisse le soin de... Merci. Donc, bon, c'est un plaisir. Mélanie Zadler, merci à France-Amérique latine pour l'invitation. Et bon, on va dire quelques mots et on va faire quelque chose. Et c'est un peu, même s'il y a peu de public, on va faire du pirandello. Même s'il y a 2 personnes, le théâtre continue. Donc merci pour cette ouvrage, d'abord, Mélanie Zadler, qui nous transmet un regard, une connaissance très sensible de l'Argentine. Je suis en tant que membre de la CAF ici, donc c'est une assemblée des citoyens argentins en France, et il faut dire que c'est vrai qu'il nous transmet une connaissance sensible, et pour ceux qui ne connaissent pas l'Argentine,
Et c'est lui qui m'a conseillé l'ouvrage, ça, on peut le dire. Et pour ceux qui la connaissent, c'est encore plus m'a conseillé parce que vous avez des ambiances, des choses, et des regards, mais pas un regard complaisant, disons, non? Et c'est le regard qui pondère sur l'Argentine et soulève des questions qui sont à l'Argentine en deux jours, mais aujourd'hui, en toute l'Amérique latine, non? Même ailleurs, la question du racisme, non? Et ça peut, on peut poser des questions, c'est ce qu'il y a un racisme spécial, spécifique à l'Argentine par rapport à d'autres, mais c'est racisme impeigné par les Blancs, donc, comme vous le dites, et incarné par un personnage tout à fait séduisant, et notre cher Pierre, et avec une histoire que je ne peux pas vous raconter, mais je vous incite à aller le voir. Donc, où ça se mélange, une dimension sociale, une dimension psychologique, une dimension philosophique, disons, qui vous entraîne. J'avoue que, d'abord, la carte m'a dit, bon, il faut que tu aies présenté le roi. Je dis, oh là là, comment je dis, non, c'est pas possible. Oui, mais c'est toi qui peux le faire. Bon, d'accord. Et après, quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, j'étais séduit par l'ouvrage. Donc, et... Maintenant, dans l'anthropologue comme vous, ça me fait plaisir. Oui, parce qu'il y a une dimension, et je ne sais pas si vous étiez conscient, mais très dynamique, ethnologique, plus qu'anthropologique, très décrire même, on n'est pas déçu, c'est qui on aime la gastronomie et la nourriture, par la sensibilité de Mélanie Sandler aux nourritures argentines. On trouve vraiment un éventail assez intéressant. Et donc, elle montre qu'elle a plongé dans la société argentine. Et moi, tant que poète, ça m'intéressait beaucoup la langue. Et la langue avec laquelle elle traite ce sujet. Et je pense qu'elle montre, je ne sais pas, est-ce que vous avez vécu longtemps en Argentine, peut-être? Non? J'ai vécu 1 an, puis je suis retournée plus ou moins long après. Parce qu'il y a des passages, je vais lire un passage, non? Plutôt parlez-moi. Il y a un passage qui vous montre cette connaissance de la langue argentine qu'on ne la trouve pas chez tous les auteurs. Hein. Disons, mais, et ça m'a vraiment. Ça mérite tous les compliments. Et c'est la manière dont il y a un mot que Mélanie Sandler fait la différence entre negra et negrita. Non? Donc la negra, c'est quelqu'un qu'on peut les traiter de manière despective, et comment les mots nègres portés au diminutif ont une dimension tout à fait affectueuse. Donc, je vais lire le passage qui est très intéressant à ces propos. Les négritas, qui employaient parfois André, se voulaient affectueux. Il avait entendu tant de fois tes pères élèvent leurs enfants de la sorte. Des petits blancs métis, n'importe. Ces négritas étaient tendres et dénués de couleurs. Un peu synonyme de flaques aux cordes, qui officiaient partout comme des surnoms aimants, sans rapport avec la corpulence. C'est intéressant, disons, comment vous avez fait cette. Vous transmettez, disons vraiment quelque chose du langage que c'est bien là. Ces négritas, donc, sans inscription sociale, raciale, étaient à l'opposé du nègre qui crachait le patron. Le patron, c'est le patron de Pierre, donc il a traité de nègre. Et les négritas, c'est les copains de la librairie qu'il a traité de négritas. C'était étrange. S'il a dit ces pays qui s'obstinaient dans tant de taxinomie douteuse, les noirs, etc., etc. Donc, je voulais lire ces passages, et donc, qui montrent bien qu'il a été assez imprégné de la société argentine. On peut dire aussi, et les shows, il y a un parallèle de ces histoires. Donc, on peut dire que c'est l'histoire d'un président qui est soumis à une enquête à la télé par rapport aux 2 manuscrits de Borges qu'on a trouvés. Donc ça c'est vraiment, c'est intéressant. Et lui, il veut convaincre à son public que oui, il a lu les manuscrits, etc. Donc ça c'est une histoire. Mais ça montre aussi un regard un peu, de manière caricaturale, mais je peux dire plutôt avec un humour un peu acide, sur ces dirigeants
argentins ou latino-américains, et c'est parfois on a la chance, c'est des charlons. Même s'ils sont élus démocratiquement. Bon, c'est le personnage, c'est Carlos Menem. Il ne faut pas. Il faut pas avoir des procès après. Mélanie, il dit que c'est Carlos Menem ou quelque chose comme ça. Mais, donc, il décrit très bien ces personnages. Donc, je profite pour vous raconter une anecdote. J'ai connu l'artiste personnellement, Carlos Menem, bien sûr, parce qu'à l'époque, j'étais au ministère aussi. Je suis parti à l'Argentine pour quelques raisons. Et une fois, et un peu pour animer le débat, je raconte ça les autres. Après, je vous donne la parole et on va échanger des questions, peut-être une ou trois. Donc, j'étais dans un village de Corrientes, dans les fleuves. Et il y avait, ça s'appelle le concours de la pesca al dorado, le concours de la pêche au dorado. J'étais pour un projet, parce que tant qu'anthropologue, j'ai travaillé avec l'INTA sur les produits locaux dans cette région. Donc voilà, il y a tout le village. Ça s'appelait Goja, le village à Corrientes, s'est préparé pour l'arrivée du président. Le concours du dorado. Donc c'était vraiment un truc qu'on dirait, ça, on peut la reprendre, si on sait les trois, pour un futur. Donc moi j'étais dans les bleds. Donc, et ça confirme les personnages. Ça confirme les personnages. Et donc, ils commencent à sticker la place, tout est propre, etc. Après, ils vont à l'aéroport l'accueillir, et les jours où il arrive, parce qu'il devait ouvrir les concours de la pêche au dorado. C'est un concours typique de Goja Corrientes. Et quand il arrive de l'avion, il venait à gauche, que c'était la porte-parole de la présidente de la République, et il a dit carrément, je dis en espagnol, beaucoup on le comprend, mais je peux le traduire en français, vous pouvez le traduire en français. Si he voludo, ¿qué concurso de pesca? Yo vengo con esta mina para pasar un día bien tranquilo. Alors, il a dit, j'ai rien à foutre du concours de pêche, je viens avec elle pour passer un jour pénal. Et il est parti à l'hôtel, et il a laissé la place, plein de gens, avec l'orchestre et tout ça. Et ce qui c'était le plus intéressant, qui interdit de publier n'importe quel journal. Donc voilà les personnages. Donc c'est-à-dire que c'est des personnages, vraiment, c'est ou en couleur. C'est terrible qu'on fasse ça. Les mépris, disons, et la démagogie, disons, on s'est rempli la bouche de peuple, et après on fait juste comme ça. Après j'ai raconté ça, et je voulais faire une note pour un journal, mais pourquoi tu voulais faire un ami? Reste tranquille, j'habitais déjà en France à l'époque. Et il dit non, reste tranquille, on ne publie pas. Bon, ok, et c'est passé comme ça. L'anecdote, je peux témoigner sur ma foi qu'il est vécu. Bon, Mélanie, après je pourrais donner du Bourget sur ce message. Avec plaisir. Bon, je sais pas, Bourget, je pose des questions ou... Oui, bah, si vous voulez, je peux déjà réagir par rapport à ce que vous avez dit. Voilà. Sur le passage que vous avez dit, ça me fait plaisir, d'autant plus que vous êtes imprégné de la langue. Voilà, j'ai fait des études d'hispaniste, je suis versée dedans, je suis baignée dedans, mais je ne suis pas née dedans. Donc ça me fait vraiment plaisir que vous l'ayez ressenti comme ça. Puis je prolongerai un peu parce qu'au-delà de ce negrita, de ce flaco, de ce gordo, il y a aussi tous les chinos, tous les indios, etc., qui ont vraiment en écrivant le livre, je me suis interrogée sur tous ces mots qu'on récupérait finalement pour mettre des étiquettes sur les gens. Et finalement, mon personnage principal, Pia, qui est d'origine du nord de l'Argentine, donc avec des traits plus indigènes, on l'appelle la India, on l'appelle la China, on l'appelle la Negra, on l'appelle de tous les noms possibles. Et un jour, elle s'est dit, mais en fait, enfin c'est le narrateur qui le dit, mais finalement, elle est un peu tout sauf Pia, parce que finalement, force de mettre des étiquettes sur elle, finalement, qu'est-ce qu'elle était. Et c'est vrai qu'en Argentine, au début, ça me déstabilisait alors, Flava Gorda, j'ai vite compris que voilà, c'est affectueux, comme nous aussi en français, il y a des mots selon les contextes qui peuvent être complètement vulgaires ou qui peuvent être affectueux. Mais par exemple, la question du chino m'a longtemps fascinée parce que je ne comprenais pas. Moi, oui, il est pas asiatique, et a priori, il a vraiment plutôt une bonne tête d'argentin. J'ai eu du mal à. La China, non, les Chinas n'existent pas. Si, pour les empanadas, non, c'est. Criochas plutôt, oui. Et ce côté criocho qui est un peu synonyme de chino dans certaines occasions, voilà, j'étais un peu perdue quand même. Et c'est vrai que c'est intriguant finalement, El Turco,
tous ces termes, ces étiquettes. Après, voilà, on peut revenir sur le trauma identitaire argentin, mais c'est vrai qu'au point de vue de la langue, ça m'a intéressée. Il y a un côté un peu aussi agaçant parce que aux Arméniens, on appelle les Turcs. Il y avait plus d'Arméniens que des Turcs en Argentine. J'avais un copain à l'école secondaire qui c'était l'État arménien. Et lui, il devenait fou quand on l'appelait Turc. Il dit Turco. Soy armenio, grande. Turco. Donc, c'est cet aspect, disons. Et les Juifs, par exemple, sont non russos. C'est vrai, j'avais oublié ça, effectivement. Et donc, ça, j'en parlais dans mon deuxième livre. Mais je ne connais pas mon histoire. Tout peut être Thierry Rousseau. C'est intéressant. Mais c'est intéressant de voir effectivement comment c'est récupéré finalement, alors que cette immigration, elle a été appelée à corps et à cri à une certaine époque. Et c'est vrai que finalement, souvent c'est ce que je dis, finalement, quand les élites de la fin du 19e siècle ont vu débarquer des hordes d'Espagnols et d'Italiens qui, dans le cliché, étaient beaucoup moins travailleurs que des Allemands ou des Anglais, il y a eu vraiment ce durcissement aussi par rapport à l'immigration. Alors qu'on l'avait appelé, effectivement, peupler les déserts, comme disait Sarmiento, comme s'il n'y avait pas une population locale avant l'arrivée des Européens. Enfin, c'est vraiment assez fascinant ce rapport à l'autre et à l'identité. Et puis à la fois avec cette fascination actuelle des Argentins, quand ils ont des origines italiennes notamment, et une fierté qu'on ressent souvent par rapport à ces origines. Enfin voilà, c'est vraiment très... Et ça tombe dans un bon moment l'ouvrage parce que c'est un moment où la question de la femme, surtout des femmes indiennes, ce qu'on appelle les afro-latino-américains, les afro-argentins, il y a une autre, je viens de jouer. Pagina 12, c'est à l'ordre du jour. Moi je pense que ça vous soulevez en toile de fond des problématiques qui sont tout à fait à l'ordre du jour. C'est clair, pas qu'en Argentine, dans toute l'Amérique latine. Disons, c'est le racisme qu'il y avait par rapport aux populations locales. C'était... Moi, j'ai trouvé effectivement que le livre est collé à la vie politique et sociale, la vie culturelle argentine, comme si vous étiez dedans depuis un bout de temps, que vous la suivez depuis longtemps. Et c'est en ce sens-là que Fall s'est retrouvé aussi, parce que elle pose des questions politiques aussi importantes je ne sais pas au mot dans le livre. Et cette dimension politique, elle vous inspire aussi. Alors, politique au sens large du terme, même s'il y a aussi un sens plus étroit. Oui, bien sûr. Alors déjà, si je remonte un peu par rapport à mon parcours, ma thèse, je l'ai faite sur le 19e argentin et en poussant de plus en plus vers le début du 20e. Donc, ce qui fait que là, pour le coup, c'était une société que je commençais à connaître, évidemment, pas directement, parce que la temporalité ne me le permettait pas. Mais c'est beaucoup plus présent dans mon deuxième roman, pour le coup, les années 1900. Voilà, il y a eu toujours cette préoccupation du politique, mais voilà, avec une certaine distance. Et puis aujourd'hui, assez concrètement aussi, j'enseigne en classe préparatoire, et donc j'ai tout un aspect civilisationnel, comme on appelle, et donc je dois être au courant de la presse constamment, et donc là aussi, je suis imprégnée quotidiennement par la presse. Alors, j'ai pas le temps forcément de lire Pagina 12, parce qu'il faut que je couvre toute l'Amérique latine. Non, il faut lire mais effectivement, c'est des problématiques concernant l'Amérique latine, et puis tout particulièrement l'Argentine, parce que voilà, j'ai quand même une partie de mon cœur, mais effectivement plus globalement l'Amérique latine qui m'interroge, si on reste sur la question politique, j'ai souvent du mal avec la récupération des concepts politiques d'Amérique latine en France. Quand le mot populisme est ressurgi il y a 5-6 ans, mais je m'arrachais les cheveux en me disant mais maintenant il y a eu un travail vraiment d'historiens, de chercheurs qui l'ont recontextualisé dans le contexte qui est le nôtre, et ça peut faire sens. Mais au départ, c'était vraiment un fourre-tout, on mettait tout, et ça me rendait folle par rapport à quand même un semblant de définition réelle qu'avait pu avoir le terme auparavant. Ça a une certaine vision d'Amérique latine aussi, par France. Pour revenir au centre de l'ouvrage, les centres, c'est une des questions de l'ouvrage central quand même, c'est Borges. Oui. Non, la question est là pour rentrer un peu, mettre un peu de scène, disons, parce que vous trouvez, vous faites qu'on trouve des manuscrits de Borges, et
il y a une espèce de chose qui associe, bon, est-ce qu'on en a marre, on en a pas marre, c'est culte à Borges. Alors moi je me demande, est-ce que vous-même, est-ce qu'on peut dévoiler quelque chose de l'écrivain ou pas? Je ne sais pas, peut-être pas. Vous pouvez garder le secret, vous me dites rien. Est-ce que vous-même, vous avez marre de ce culte à Borges et vous dites, et ce culte à Borges finalement, ça mène à quoi? Est-ce qu'il faudrait qu'il passe une autre chose? Parce qu'il y a eu des écrivains célèbres, il y avait un écrivain argentin, le Roger Colonnet, je pense, qui avait dit, et bon, déjà, vous pouvez passer à autre chose, à un fichier sur Borges. Et sur Borges, il y a aussi des débats de l'ordre politique, disons comment, disons, l'aspect qu'il y a toujours entre l'auteur, la vie de l'auteur et l'œuvre. C'est vrai que Borges a eu quelques comportements politiques qui pouvaient être critiquables, on peut dire, et est-ce que ça bon, alors vous-même, sur Borges, est-ce que c'est culte de Borges? Qu'est-ce que vous inspirez? Vous avez, vous, personnellement, vous voulez parler pas? Je risque d'être un peu longue parce que l'histoire est complexe, justement. Juste une question, l'auteur polonais, c'était Gombrowicz ou Oui, c'est ça. D'accord, c'est pas étonnant de connaissance. Oui, Gombrowicz. Oui, mais pas là. Ouais, c'est un sacré personnage aussi. Je rajouterais qu'il y a un règlement de compte avec Borges. Aussi, mais assez tendre quand même, oui, assez tendre. Bien sûr. Borges, quand je l'ai découvert, ça a été une révélation parce que personne n'écrit comme lui. J'ai eu l'impression vraiment qu'il y avait un nouveau pan de la réalité qui s'ouvrait à moi. Parce que quand on suit, et c'est pas évident de suivre toutes les nouvelles, hein, certaines, je n'ai toujours pas fini de les comprendre, mais quand on arrive à se laisser happer par le déroulement d'une nouvelle, vu que tout se passe dans son cerveau, à la fin, en fait, c'est dans notre propre cerveau que ça se passe, et en fait, il est en train de nous révéler des choses absolument extraordinaires et insoupçonnées sur le monde et sur nous-mêmes, et donc ça crée carrément un vertige. Enfin, c'est vraiment un autre pan de la réalité, je trouve. Donc, en cela, c'est un écrivain génial et qui a toute sa place dans le panthéon des grands écrivains. Mais effectivement, au fur et à mesure, notamment en Argentine, quand je disais que j'étudiais la littérature argentine, latino-américaine, tout de suite on me disait « Ah, donc il y a eu Borges ». Et au bout d'un moment, j'avoue que j'avais envie de leur dire aux Argentins, mais oui, bien sûr, mais vous en avez quand même d'autres aussi, des grands écrivains, il n'y a pas que Borges. Et j'ai tendance un petit peu à écraser le tout. Et bon, alors l'histoire a continué, et Borges, il m'a quand même un peu sauvée au moment de mon premier roman. Parce que quand j'ai commencé à écrire mon premier livre, j'ai commencé à écrire sur un ton qui, en fait, un rythme qui ne me convenait pas. Enfin, je me suis dit, ça, jamais j'arriverai à l'écrire. Là, au vu de comment tu t'es embarqué dans l'histoire, il va falloir 500 pages pour déployer ton récit, sur en plus des civilisations aztèques et ottomanes, que je ne maîtrise quand même pas sur le bout des doigts, et c'est peu dire. Donc, il y avait vraiment... voilà, pour moi, c'était un projet avorté. Je me suis dit, non, tant pis, ça fonctionne pas. Et puis, quelques nuits plus tard, je me suis réveillée. J'ai vu devant mon lit, mes étagères, il y avait des livres de Borges. C'est là que je me suis dit, bon, c'est quand même un type qui est capable de créer et de détruire un univers en 15 pages. Donc, toi, Mélanie, ton petit projet qui te semble un petit peu ambitieux, si tu le prends sur un autre ton, sur un autre mode, etc., peut-être que tu arriveras à mener à bout. Et effectivement, cette nuit-là, j'ai écrit ma première page de la nouvelle version, et mon personnage principal n'avait pas encore de nom. Donc, pour lui rendre hommage, on va dire, dans les jours qui ont suivi, je me suis dit, je vais l'appeler Borges, mais sans qu'il ait rien à voir par ailleurs avec l'écrivain. Et puis là, effectivement, dans ce roman-là, il est revenu. Effectivement, là, j'ai vraiment voulu le déplacer de son piédestal. Autant, voilà, il mérite d'être connu dans le Panthéon. Autant, effectivement, ça m'a permis, en fait, de rentrer, vous l'avez dit, en Argentine et sur plein d'autres problématiques différentes via cette figure-là. Et notamment parce que finalement, Borges, voilà, quand on dit qu'on étudie la littérature argentine, c'est Borges, c'est quand même la figure de l'homme blanc, très très nourri de lettres européennes, de mythologie hébraïque, scandinave, tout ce qu'on veut, mais finalement très peu de son Amérique latine. Et donc, ça peut sembler paradoxal, mais quand on connaît l'Argentine, en fait, il incarne au mieux ce paradoxe de l'Argentine qui s'est toujours rêvée blanche, etc. Donc là, ça m'a permis aussi d'interroger, à partir du moment où assez rapidement on se dit que ça doit quand même pas être Borges qui a écrit ces deux romans, ça a permis d'interroger un peu des auteurs un peu moins connus en France, notamment des hommes auteurs, puis d'élargir vers des autrices aussi, là, je me suis fait quand même plaisir. Et puis après, surtout, une des questions centrales, c'est la question de l'autorité en littérature.
ce qui m'a vraiment intéressée, c'est finalement qui nous donne l'autorisation d'écrire, comment est-ce qu'on se sent autorisé à écrire, est-ce qu'on arrive à se donner soi-même l'autorisation d'écrire. Et c'est là où mon personnage principal, Pia, est quand même issue de plusieurs minorités, en tout cas pas du groupe dominant, donc elle est du nord de l'Argentine, donc elle a d'origine indigène, c'est une femme, et sa mère qui lui a donné le goût des livres, mais le goût, pour la maman, c'était vraiment une approche fascinée par l'objet livre, parce qu'elle était analphabète. Donc voilà, en plus, avec une maman analphabète. Donc j'ai vraiment voulu tirer un peu vers les marges et mettre justement ces marges un peu au cœur du questionnement, à partir justement de cette figure qui fait peut-être un peu trop d'ombre autour d'elle. Oui, bon, pour venir à Borges, on peut dire qu'il n'y a pas qu'à Borges, ça c'est secret. Personne n'étant tout dans les pays, et nous sommes uno, chacun est plusieurs. Donc ça dépend des jours, etc. On n'est pas obligé d'être toujours le même. Et Borges, il a fait ça consciemment, sauf qu'il n'a pas utilisé les hétéronymes, comme Pessoa. Pessoa, il était plusieurs, mais lui, il signait. Et il s'est critiqué lui-même, c'était un génie. Donc c'est génial de voir Alvaro Campos comment sortait des articles contre l'autre, etc. Et c'est magnifique comment il s'est critiqué lui-même. Borges, il signait toujours Borges. Mais si vous lisez là, il y a quand même 2-3 pseudos par moment. Oui, mais il ne se critiquait pas pour autre. Oui. Mais les gens parfois disent oh, Borges c'est difficile. C'est pas du tout difficile. Et même si vous lisez la milonga de Manuel Flores, ou la milonga de Chiclana, etc., ou la mia musique, on montre que c'est un gars qui était même séduit par les banlieues, par le sud de la ville, par les endroits les plus sombres, etc. Donc il y a plusieurs projets. Moi, c'est vrai, je suis aussi très. Même s'il y a des comportements politiques parfois qu'on peut critiquer, mais bon, c'est quand même un génie de la littérature. Et c'est un savant aussi. Rarement on a vu un savant comme lui. C'est un gars qui parlait, la quantité de la vie qu'il parlait. Sinon, il n'aurait pas pu écrire tout ce qu'il a écrit. C'est pas facile. Et c'est là où vous évoquiez les milongas, etc. Enfin, effectivement, aussi quand on lit sa poésie, j'en suis moins familière et je me suis remise un peu au moment de l'écriture du roman. Et ça m'a fait du bien en fait, de le retrouver là-dedans parce que c'est pas tout le même type d'écriture. Et autant les nouvelles, au bout d'un certain nombre, honnêtement, je sature parce que déjà, moi, je ne comprends pas tout, je continue à l'affirmer. Et puis, c'est quand même ça manque de chair, en fait, ces nouvelles. Ça manque de chair, alors que c'est sa poésie, il y a quelque chose de l'ordre ça palpite, quoi. Ça résonne en soi. Et donc, c'est là où, finalement, il y a peut-être plusieurs Borges. Et voilà, ça oui, c'est. Anecdote sur Borges, et la première bibliothèque où il travaillait, parce que moi je suis dans une cacaillerie, là, donc il y a un aspect écologique. Là, il y a des gens qui vivent dans la campagne, quelqu'un qui vit près de la mer, moi, au fond d'une cacaillerie. Donc c'est un monde assez magique aussi. Et il s'avère que Borges travaillait dans la première bibliothèque qu'il travaillait, c'était un bon quartier à Boedo. D'accord. Oui, c'était une bibliothèque, je ne sais pas si vous avez la biographie sur l'histoire, c'est celle qui se trouve dans la rue Carlos Cano. D'accord. Voilà, c'est dans le quartier de Boedo. Alors, une chose qu'il faisait, et là on voit que ses côtés, c'est assez sympathique, dans les bistrots qui étaient au coin de la cacaillerie où je suis né, Borges allait prendre du vent dans ces intervalles, disons, qu'il travaillait dans cette bibliothèque. Mais il demandait, et ça il me l'a raconté, les chefs de bistrot Borges n'étaient plus dans cette bibliothèque. Déjà ils travaillaient à la bibliothèque centrale à cette époque-là. Mais les gars m'avaient raconté que ces Borges venaient prendre du vin, mais ils demandaient comme ils servent les vins dans des tasses de thé, parce que c'était un des horaires de travail. Alors vous écoutez les chefs comme ça, ils disent, il faut quand même avoir l'imagination, c'est vraiment sympathique. Des anecdotes qui ne sont pas non plus, ils ont oublié, mais qui existent.